L'invasion russe de l'Ukraine en février 2022 était censée être une opération militaire spéciale qui aboutirait à la prise de Kiev en quelques semaines. Cela ne s'est pas produit. Tandis que les forces russes parvenaient à se rapprocher dangereusement de Kiev au cours des premiers mois de la guerre, l'Ukraine parvenait à prendre le dessus et à réprimer les envahisseurs. Cependant, au cours des 30 derniers mois d'hostilité, l'Ukraine est restée constamment à l'écart pour tenter d'empêcher la Russie d'avancer plus profondément sur son territoire. Début août 2024, la Russie occupait environ 18% du territoire ukrainien, tandis que l'Ukraine se concentrait uniquement sur sa survie à l'attaque du hachoir à viande. Cependant, l'ampleur de la guerre semble se tourner vers l'Ukraine. Le moment le plus important de l'année 2024 a peut-être été l'invasion ukrainienne de Kursk le 6 août. C'est vrai. Une fois que Zelensky a réussi à mettre l'Ukraine à l'offensive, en essayant de prendre l'avantage sur la Russie et de s'emparer d'une partie du territoire de ses agresseurs. Comment est-ce arrivé exactement? Eh bien, l'invasion de Kursk n'est pas le fruit du hasard. Ces dernières années, la Russie a progressivement perdu sa puissance militaire et économique. L'invasion de Kursk n'est qu'un symptôme de la capacité de l'Ukraine à exploiter les faiblesses les plus visibles de la Russie. Et ces faiblesses ne feront que s'aggraver. Examinons donc de plus près comment l'Ukraine a pu remporter la victoire sur le sol russe. Pourquoi la Russie ne peut pas défendre son territoire et ce que cela signifie pour l'avenir de la guerre. Commençons par décrire l'ampleur actuelle de l'invasion de Kursk. Le 6 août, l'armée ukrainienne a envoyé un contingent relativement restreint de soldats de l'autre côté de la frontière russe, dans la région de Kursk. Selon les rapports russes de l'époque, la taille de la force d'invasion était d'environ 300 soldats, appuyés par 11 chars et 20 véhicules blindés de transport de troupes. Bien entendu, la Russie pensait que l'armée frontalière actuelle repousserait facilement ses forces d'invasion. Les premiers rapports du ministère russe de la Défense suggéraient que c'était exactement ce qui s'était passé, décrivant la perte de 50 soldats de l'armée ukrainienne et la contrainte de battre en retraite à la frontière entre les deux pays. Cependant, les mensonges russes et les miroirs des rapports des services de renseignement n'ont pas pu durer longtemps. Il est vite devenu clair que l'armée ukrainienne avait non seulement réussi à envahir la région de Kursk, mais qu'elle l'avait fait avec des pertes minimes et même de véritables combats. L'Ukraine a utilisé de l'artillerie à longue portée et des drones pour bombarder les positions défensives russes près de Kursk, ciblant principalement des zones sans présence civile significative. Au cours des jours suivants, l'armée ukrainienne n'a fait aucun rapport sur la progression de l'invasion. Et les rapports en provenance de Russie sont devenus de plus en plus frénétiques. Le 9 août, il était clair que l'Ukraine avait réussi à franchir la frontière, occupant une zone de 6 à 25 milles sur le territoire de l'oblast de Kursk, selon les sources d'information rapportant l'événement. Quelle que soit l'ampleur de l'occupation ukrainienne du territoire russe à l'époque, une chose était claire. L'Ukraine a réussi d'une manière ou d'une autre à se frayer un chemin en Russie et il ne semblait pas que cela allait s'arrêter de sitôt. Ce qui a suivi était, franchement, un mélange d'incompétence russe et de l'excellente expérience de l'armée ukrainienne. Au lieu d'une percée dans la région de Kursk, l'invasion ukrainienne s'est traduite par une série de petites escarmouches, suivies d'une ruée de troupes russes qui se sont rendues lorsqu'elles ont été encerclées. 10 jours après l'invasion, une prison ukrainienne a déclaré qu'elle avait déjà accueilli plus de 300 soldats russes comme prisonniers de guerre. Et son directeur a déclaré que ce nombre risquait d'atteindre des milliers bien avant que l'Ukraine ne mette fin à la campagne de Kursk. Alors, qu'est-ce qui a exactement causé une différence aussi marquée dans les styles de combat entre l'invasion de Kursk par l'Ukraine et les va-et-vient constants qui ont lieu dans les parties du sol ukrainien occupées par la Russie? La réponse est un peu complexe, mais elle peut se résumer au fait que la Russie manque peu à peu de soldats. Commençons par la voie la plus évidente, c'est-à-dire troupes russes stationnées à Kursk. Selon la prison où sont détenus les prisonniers de guerre russes, près de 80% des nouveaux arrivants étaient des conscrits nouvellement arrivés qui n'avaient probablement suivi que quelques semaines ou mois d'entraînement militaire de surface. Si la tendance se poursuit dans toute la région de Kursk,
On peut affirmer sans se tromper que la Russie a été essentiellement contrainte d'envoyer ses Darfayas, nouvelles recrues, pour protéger les zones frontalières où il n'y avait pas beaucoup de combats à l'époque. Étant donné que la Russie exige constamment une pénétration plus profonde du territoire ukrainien, il est probable que des soldats plus expérimentés et mieux équipés seront envoyés sur les lignes de front, plus près des villes ukrainiennes. Ce n'est pas une tactique terrible en soi, mais cela montre que la Russie a des problèmes militaires qu'elle ne peut pas résoudre. Pourquoi est-ce important? Eh bien, les chiffres comptent, et la Russie devrait avoir un net avantage numérique. Au début de l'invasion, la population de la Russie était environ 2 fois supérieure à celle de l'Ukraine, et des différences similaires existaient dans la taille de l'armée et de la main-d'œuvre disponible du pays. Avec environ 2 fois plus de troupes disponibles, la Russie disposait théoriquement d'un avantage significatif lors de l'invasion. Cependant, la Russie perd à la fois des soldats et de la main-d'œuvre disponible à un rythme alarmant. Selon Ukrainskaya Pravda, un site d'information qui rapporte les pertes quotidiennes de main-d'œuvre et d'équipement de la Russie, l'armée russe a subi plus de 600 victimes au cours des 30 derniers mois de guerre. Cela représente environ le double du nombre de soldats dont disposait la Russie lorsqu'elle a envahi l'Ukraine en février 2022. En réalité, la Russie a déployé des générations de conscrits pour tenter de conquérir l'Ukraine, et ces efforts ne sont rien en comparaison. Bien que l'Ukraine ait jusqu'à présent perdu environ 18% de son territoire à cause de l'occupation russe, 2024 a été une année de relative stagnation. Fin 2023. La Russie s'est contrainte de battre en retraite, et ce n'est qu'en mai qu'elle mène une importante campagne offensive. La campagne russe d'été 2024 a sans aucun doute été un échec majeur. La Russie aurait perdu 70 soldats en 2 mois, créant un précédent avec des pertes de 1-0 à 1-200 soldats par jour. Pire encore, la Russie ne semble pas être plus à même de maintenir ses troupes intactes, le nombre de morts ne tombant pas en dessous de 1-0 par jour pendant des mois. Même après que la majeure partie de la campagne d'été puisse être considérée comme terminée, la Russie a réussi à faire quelques progrès au cours de l'année. Mais ce n'était certainement pas suffisant, surtout si l'on considère le nombre de victimes. La Russie a occupé 450 000 carrés supplémentaires du territoire ukrainien entre janvier et juillet 2024. Selon un rapport du Telegraph, cela inclut l'échec massif de la campagne d'été. Mais aujourd'hui, l'Ukraine a réussi à conquérir 390 miles carrés de territoire dans l'oblast de Kursk. Plus important encore, l'Ukraine a clairement la capacité de couper une grande partie de la région située au sud du fleuve Saimas en bombardant les ponts et autres infrastructures vitales reliant cette zone au reste de la région. Si l'Ukraine maintient son contrôle sur le territoire à l'est, c'est-à-dire se rapproche de Sudzha, le centre administratif de la sous-région, elle pourrait encercler les forces russes au sud du Sejm. Si la tendance à abandonner ses recrues face à un afflux d'Ukrainiens se poursuit, il pourrait s'emparer de beaucoup plus de territoires relativement sans effusion de sang, tout en capturant davantage de prisonniers de guerre. En conséquence, l'Ukraine a le potentiel de conquérir plus de territoires en 1 mois que la Russie n'a réussi à le faire en 7 mois, tout en restant sur la défensive dans son pays d'origine. Cela montre clairement les différences entre les forces armées russes et ukrainiennes, notamment en termes d'accès à la technologie et de qualité des soldats. L'Ukraine a réussi à se contenter de forces beaucoup plus réduites, aidées par plusieurs vagues d'aide de l'OTAN et d'autres pays du monde qui fournissent des équipements militaires vitaux, des munitions, une formation et une aide économique. Par exemple, la Russie et l'Ukraine ont été contraintes d'utiliser des équipements et des munitions de l'ère soviétique, notamment comme chars de combat principaux et comme artillerie à moyenne portée. L'avantage de la Russie à cet égard résidait dans le fait qu'elle était probablement le seul pays capable de manière réaliste de produire une plus grande quantité de munitions adaptées à cette arme. L'Ukraine, en revanche, était en train d'épuiser rapidement son stock limité de munitions de l'ère soviétique. Les États-Unis et l'OTAN sont venus en aide à l'Ukraine en recherchant des munitions compatibles avec cette arme dans tous les pays auxquels ils avaient accès et en les envoyant sur le front ukrainien.
La situation a été mieux illustrée par une vidéo du média allemand Der Spiegel. L'Ukraine a utilisé un lanceur d'artillerie soviétique de la Seconde Guerre mondiale pour tirer des munitions allemandes sur les troupes russes. Le même lanceur était sur le front il y a 70 ans et utilisait des munitions soviétiques pour tirer sur des soldats allemands. Les deux camps belligérants ont rapidement adopté des équipements de l'ère soviétique. Pendant la majeure partie de la guerre, le conflit a été épuisant. Aucune des deux parties n'ayant réalisé de progrès significatifs. La raison? Guerre des drones. L'infanterie ou même un char n'était même pas à la hauteur d'un véhicule volant télépiloté capable de laisser tomber la mort à des dizaines de pieds tout en gardant son opérateur sain et sauf à plusieurs kilomètres de distance. Ensuite, la guerre a commencé à prendre une toute autre dimension. Et les cibles principales étaient les opérateurs de drones, qui devenaient des éléments de plus en plus importants au sein des deux forces armées. Au cours des premiers mois de la guerre, les deux pays ont acheté des drones de qualité militaire. Le Bayraktar TB, deux Turcs du côté ukrainien, et le Shahid 136 iranien du côté russe ont grandement contribué au fait qu'aucune des deux armées n'a pu faire de progrès significatifs contre l'autre. Le TB2 avait un avantage sur les drones américains, car il était presque 6 fois moins cher à l'achat, tout en offrant la capacité de voler de manière autonome et d'intercepter plusieurs munitions air-sol déployées à distance. Cela a permis à l'Ukraine de lancer des frappes dévastatrices relativement profondément dans le territoire russe, empêchant l'armée russe d'approvisionner les parties occupées de l'Ukraine. Du côté russe, les Shahid 136 ont été utilisés pour faire pression sur les forces ukrainiennes, car il s'agissait de drones kamikazes, jetables relativement à sens unique. D+, la Russie disposait du potentiel économique et industriel pour produire des drones très similaires aux 136, lui assurant ainsi un approvisionnement indépendant par rapport à l'Ukraine. En comparaison, les deux parties ont utilisé des drones commerciaux très performants. Étant donné que les modèles de base étaient relativement faciles à acheter pour les deux parties et qu'ils provenaient généralement de Chine d'une manière ou d'une autre, les deux armées disposaient d'approvisionnements relativement stables. Les conversions pour transformer les drones en drones kamikazes étaient également relativement simples. En fin de compte, la Russie et l'Ukraine se sont appuyées sur les conceptions de drones existantes et ont cherché à les améliorer. Par exemple, le Skyton Raybird 3 fait partie des drones de dernière génération entièrement produits en Ukraine. Il a la capacité de parcourir plus de 550 milles par mission et mène des frappes de précision sur des installations militaires clés en larguant des munitions air-sol. Le tout guidé par un opérateur de drone et assisté par l'intelligence artificielle. D+, les Raybird 3 contenaient plusieurs mesures défensives que l'armée ukrainienne pourrait utiliser à son avantage dans une guerre de plus en plus dépendante de la technologie. Premièrement, le drone peut être lancé à distance, le système de déploiement étant démonté quelques minutes après le décollage. Cela réduit les chances qu'un ennemi détecte d'où le drone a été lancé et riposte, ce qui le rend beaucoup plus sûr pour l'opérateur du drone et l'équipe de soutien. Deuxièmement, le drone est conçu avec une technologie anti-brouillage que les deux parties en guerre ont trouvé une seconde nature alors que les attaques de drones se sont multipliées au cours de l'année écoulée. Mais la guerre des drones ne représente qu'une partie de l'équation technologique. L'OTAN approuve des projets plus audacieux visant à équiper l'armée ukrainienne de véhicules et d'équipements militaires plus avancés. Il s'agit notamment du char M1 Abrams, l'un des chars de combat principaux les plus avancés dont dispose l'armée américaine, et du F-16, un chasseur multirôle de 4e génération qui surpasse largement le Su-27 russe de même génération. Divers pays de l'OTAN ont uni leurs forces et ont livré 65 avions F-16 à l'Ukraine. Bien que Zelensky ait suggéré que le pays aurait besoin d'au moins 5 F-16 supplémentaires pour avoir une chance de se battre, les F-16 ont commencé à voler en août 2024, après que l'OTAN ait dispensé des mois de formation aux pilotes de chasse ukrainiens. Qu'est-ce que cela signifie pour la loi martiale? Alors que la Russie a perdu des centaines d'avions et d'hélicoptères au cours des 30 derniers mois, plus de 300 de chaque selon la Pravda ukrainienne. Le nouveau contingent du F-16
permettra à l'Ukraine de prendre davantage pied dans son propre espace aérien et d'apporter un soutien indispensable à ses troupes à travers le pays. Cela signifie que l'amélioration des capacités de combat aérien et des drones à longue portée de l'Ukraine permettra d'exercer encore plus de pression sur les forces terrestres russes. Cela crée un précédent dans lequel les gains de l'Ukraine pourraient être plus permanents que ceux de la Russie, ce qui sera nécessaire pour aider l'Ukraine à gagner la guerre. Mais comme nous l'avons mentionné plus tôt, ce n'est pas seulement l'armée russe qui a souffert pendant la guerre. Une grande partie de la raison pour laquelle la Russie trébuche est que son économie a été ajustée pour se concentrer sur l'effort militaire et, par conséquent, cannibalise tous les autres secteurs industriels. Prenons par exemple les efforts du gouvernement de ce pays. Plus de 30% du budget national est alloué à la défense nationale et à l'armée, un montant bien supérieur à celui auquel sont habitués les autres pays modernes. En termes de PIB, cela signifie que la Russie consacre environ 7% à la défense nationale. En comparant ce chiffre à celui des États-Unis, qui est de 3,5%. Alors que celui de l'OTAN est en moyenne d'environ 2,7%. Il est facile de voir que la Russie essaye de se sortir du trou qu'elle a elle-même creusé en s'engageant pleinement dans le budget militaire. Bien entendu, la Russie pourrait consacrer une part importante du budget à son armée car elle est l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de pétrole et de gaz naturel. Elle était auparavant l'un des principaux partenaires commerciaux de l'UE pour ses précieuses ressources. Après le début de l'invasion et la réduction de la dépendance de l'UE à l'égard du gaz et du pétrole russe, la Chine et l'Inde sont devenus les plus grands importateurs de ces matières premières. En 2022 et 2023, l'économie russe était même apparemment meilleure que celle des pays occidentaux, dépassant les prévisions du Fonds monétaire international, FMI. En effet, la Russie est l'un des rares pays dont l'économie connaîtra une croissance en 2023. Ce qui peut être largement attribué au fait qu'elle a réussi à conclure de bons accords commerciaux avec la Chine et à réduire sa dépendance vis-à-vis des échanges commerciaux avec les pays de l'OTAN. Toutefois, la dépendance à l'égard du secteur énergétique présente des inconvénients importants. Alors que les magnats de l'industrie s'enrichissaient et étaient en mesure de créer davantage d'emplois pour remplir de nouveaux rôles, des personnes d'autres secteurs, tels que l'industrie manufacturière et l'agriculture, ont commencé à travailler dans le secteur de l'énergie, laissant le premier sous-peuplé et luttant pour répondre à la demande. En conséquence, la Chine est devenue l'un des principaux partenaires commerciaux de la Russie pour de nombreux produits de consommation, notamment les voitures, les tracteurs et les smartphones, dominant complètement l'industrie manufacturière russe en raison de la baisse des prix. En revanche, les accords commerciaux entre la Chine et la Russie ont également fortement favorisé la Chine. La Chine recevant du gaz naturel pour près de la moitié du prix que l'UE payait un an plus tôt. Les alizés favorables avec la Chine n'ont pas duré longtemps. Alors que les échanges commerciaux entre les deux pays ont augmenté de plus de 26% en 2023, atteignant un montant record de 240 milliards de dollars en yens et en roubles. La croissance en juillet 2024 est estimé à seulement 1,5% par rapport à l'année précédente. Cela pourrait être dû à une baisse de 7% des importations chinoises de pétrole et de gaz par rapport à l'année précédente. Cela peut s'expliquer par le fait que la Chine a élargi ses efforts commerciaux mondiaux en se concentrant sur l'initiative La Ceinture et la Route, dont le but ultime est de fournir à la Chine un accès facile au pétrole du Moyen-Orient. Même si la plupart des projets ont été suspendus à cause de l'invasion, les ambitions de la Chine signifient qu'elle renouvellera probablement ses efforts si la guerre continue. Mais nous parlerons de ce fait intéressant un peu plus tard. Si la Chine parvient finalement à couper les flux de gaz et de pétrole russes, la Russie aura très peu d'acheteurs, ce qui pourrait provoquer l'effondrement du secteur énergétique du jour au lendemain. Cela pourrait avoir des conséquences désastreuses pour l'économie russe, car nous avons déjà mentionné que d'autres industries commençaient à en ressentir les effets, à mesure que de plus en plus de personnes allaient travailler dans le secteur de l'énergie. Mais ce n'est qu'un secteur dans lequel la Russie perd de la main-d'œuvre. L'autre fuite majeure subie par la Russie à la suite de l'invasion a été l'immigration massive. Immédiatement après le début de l'invasion en février 2022,
Les citoyens russes ont cherché à quitter le pays pour éviter d'être enrôlés dans TUJ, l'armée, ou soumis au régime autoritaire pro-guerre soutenu par l'idéologie de Poutine. Selon certaines estimations, environ 200 personnes ont quitté le pays au cours des premiers mois. On estime que d'ici fin 2022, le nombre d'émigrants russes atteindra près d'1 million. Selon la banque Alfa Bank russe, le pays a perdu environ 1,5% de sa main-d'œuvre disponible à cause de l'émigration seule. Les personnes comme Ashmaï qui quittaient la Russie étaient généralement des travailleurs hautement qualifiés, de sorte que les entreprises russes se sont soudainement retrouvées confrontées à une grave pénurie de personnel. À ces chiffres, il faut ajouter les efforts de recrutement de guerre à l'échelle nationale. Selon certaines estimations, l'armée russe compte environ 1,3 million de militaires actifs, 2,4 millions de personnels de soutien et 2 millions de réservistes. Il s'agit d'une partie importante de la main-d'œuvre potentielle qui a été mise en avant et utilisée comme aliment pour le hachoir à viande qu'est la guerre d'usure avec l'Ukraine, où règnent les drones et les frappes à longue portée. Pour mieux faire la lumière sur l'économie russe, ou sur son absence, Reuters suggère que la Russie manque de main-d'œuvre d'environ 4,8 millions de personnes. Cela représente près de 5 millions d'offres d'emploi qui restent intactes, parce qu'il n'y a pas de personnes talentueuses dans le pays pour les pourvoir. Les frontières du pays avec le monde occidental sont complètement fermées, et un nombre important d'émigrants n'envisagent pas de retourner dans le pays, quelle que soit la fin de la guerre. En bref, l'économie russe peut sembler bonne à première vue, mais elle est soutenue par des mesures imprudentes et il est largement admis qu'elle a dépassé le point de non-retour. L'économie étant tellement dépendante d'éléments échappant au contrôle de la Russie, il suffit de quelques gestes de la part des plus grands partenaires commerciaux de la Russie pour paralyser le pays à long terme. Jusqu'à présent, nous avons longuement parlé de l'économie russe défaillante, mais l'Ukraine ne va certainement pas mieux, n'est-ce pas? Eh bien, la réponse est à la fois oui et non. On peut supposer que l'Ukraine a beaucoup plus souffert économiquement à cause de la guerre. Le pays consacre plus de 37% de son PIB à la défense nationale et à l'armée, ce qui le classe au 8e rang mondial en termes de dépenses militaires. Dans le même temps, l'Ukraine a reçu de généreuses aides internationales. Selon l'American Council on Foreign Relations, les États-Unis ont fourni 175 milliards de dollars d'aide étrangère à l'Ukraine, dont 107 milliards de dollars d'aide financière directe. Le reste est utilisé aux États-Unis pour fabriquer des armes et des munitions, payer le personnel ou est envoyé vers les pays voisins de l'Ukraine qui hébergent des citoyens déplacés, comme la Pologne. D'autre part, l'Institut de Kiel rapporte que les pays européens ont alloué un total de 110 milliards d'euros, soit environ 122 milliards de dollars, à l'Ukraine, soit par une combinaison d'aides financières directes, soit par des accords bilatéraux, et 85 milliards de dollars supplémentaires seront distribués. Au total, les États-Unis et les pays européens ont dépensé plus de 350 milliards de dollars pour soutenir l'Ukraine, ce qui ne comprend que les accords d'aide directe. En conséquence, l'Ukraine a réussi à rester à flot, même si ce n'est pas le meilleur mot, en s'appuyant sur le soutien massif de ses alliés pour maintenir son armée en mouvement et son équipement dans le pays. Pendant ce temps, la Russie subit une pression croissante de la part de la plupart des pays occidentaux, car les sanctions l'empêchent de commercer directement en dollars américains. Nuire aux relations de la Russie avec l'Occident ne se limite pas à empêcher le commerce. D'autres sanctions visaient également la capacité de la Russie à obtenir la technologie nécessaire pouvant être utilisée dans les systèmes d'armes. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles la Russie est obligée de s'appuyer sur des équipements de l'ère soviétique. Lorsque Poutine a annoncé que la Russie fournirait plus de 500 chars à envoyer sur les lignes de front, environ 85% de ces chars étaient des T-72, des T-62 et même des T-55 plus anciens, qui sont terriblement sous-équipés pour faire face aux menaces de la guerre moderne. En témoigne le fait que la Pravda ukrainienne affirme que la Russie a perdu environ 800-900 chars et plus de 18 véhicules blindés lors de l'invasion. En termes simples,
La Russie a été obligée d'utiliser, de réutiliser et de récupérer constamment ses vieux chars de combat afin de continuer à envoyer davantage de métal dans les débris qui sont devenus les lignes de front. Bien que l'Ukraine ait également reçu des véhicules plus anciens, en partie parce que son armée est principalement formée à leur utilisation. L'ajout de chars M, un Abrams ou de systèmes d'artillerie HIMARS a marqué une avancée notable dans le niveau de technologie militaire du pays. Cela fait allusion à la raison pour laquelle l'Ukraine a réussi à envahir le territoire russe et à réaliser une occupation territoriale significative. Parce que l'Ukraine a reçu une aide considérable de l'OTAN et d'autres alliés. L'armée a mis ses améliorations à l'épreuve lors de l'invasion de Kursk. L'effet est double. Premièrement, le moral militaire de la Russie a commencé à se détériorer. Avec des vagues de soldats qui se rendent dans l'oblast de Kursk, il y a de plus grandes chances que les citoyens russes se rendent compte que la Russie n'est pas l'agresseur écrasant qu'elle prétend être. Les nouveaux conscrits ne sont en aucun cas capables de maintenir l'armée russe au niveau où elle se trouvait avant l'invasion. Et le recyclage rapide des soldats risque de détériorer encore davantage cette qualité. À terme, la Russie sera contrainte de réduire ses efforts offensifs sur le sol ukrainien, qu'elle a intensifié en réponse à l'invasion de Kursk, et d'envoyer une partie de ses forces pour libérer Kursk. Lorsque l'armée russe y arrivera, il sera trop tard. On estime que 200 héros civils ont été expulsés de force de la région de Kursk. Ceux qui étaient à Kursk étaient conscients de la différence significative entre la manière dont l'Ukraine traite les civils russes et la manière dont les Russes traitent les Ukrainiens. L'armée d'invasion de Kursk a alloué des fonds importants pour aider les civils russes à recevoir une aide humanitaire avec l'aide des organisations internationales. En revanche, au cours des premiers mois de la guerre russo-ukrainienne, de nombreuses villes ukrainiennes ont été bombardées à grande échelle. Aujourd'hui encore, la Russie continue d'attaquer les hôpitaux ukrainiens, ce qui constitue une violation de la Convention de Genève. La guerre affecte de manière disproportionnée les minorités russes. Les efforts de recrutement précédents ont ciblé les zones les plus pauvres et les moins urbanisées du pays, promettant des salaires 2 ou 3 fois supérieurs à la moyenne nationale. En revanche, Moscou a été largement épargnée par le recrutement, même si elle a connu une importante fuite des cerveaux due aux vagues d'immigration. Lorsque le verdict sera rendu, Poutine pourrait être contraint d'utiliser des moscovites dans son armée, et le reste de la capitale russe pourra enfin voir comment le pays s'est comporté au cours des 30 derniers mois. Si, ou plus probablement quand, cela se produit, le régime tout entier du pays pourrait s'effondrer en raison de pressions internes, plutôt qu'externes. Et nous pourrions finir par voir Poutine être démis de ses fonctions par la force. Un autre avantage que l'Ukraine a reçu de l'invasion de Kursk a été la couverture médiatique. Jusqu'à présent, les efforts du pays se sont concentrés sur la protection du territoire existant et sur la repousse d'une attaque russe, démontrant que l'armée ukrainienne a les moyens non seulement de repousser la Russie, mais également d'infliger des pertes importantes lors d'une contre-invasion. L'intérêt occidental pour la guerre a probablement atteint son paroxysme. S'il existe des doutes quant à la capacité de l'Ukraine à tenir tête à la Russie, ils seront probablement dissipés au cours de notre conversation et les politiciens pourront envisager plus favorablement l'envoi d'une aide encore plus importante à l'Ukraine. En fin de compte, cette décision pourrait fournir à l'Ukraine plusieurs cycles supplémentaires d'aide financière. Cela pourrait se transformer en avantage pour l'Ukraine et mettre fin à la guerre dès l'année prochaine. Ce n'est pas une affirmation déraisonnable, étant donné que le Centre d'études stratégiques et internationales du CSIS a déjà identifié en février 2024 comme une année clé pour la guerre. Le SCRS a affirmé que l'Ukraine passerait l'année 2024 à se préparer à ce qui pourrait très bien être l'attaque finale, les deux pays ayant rapidement profité de l'aide financière et militaire qui leur avait été offerte. Le SCRS a laissé entendre que la fin de la guerre surviendrait dès 2025, lorsque de nouvelles tactiques, des éléments clés de la technologie militaire ou une aide massive feront pencher la balance en faveur d'un pays. Étant donné que les prédictions ont eu lieu en février,
Il n'est pas exagéré de suggérer que l'invasion de Kursk était exactement le renversement proposé par le SCRS. Cela correspond parfaitement à l'objectif de l'Ukraine d'obtenir plus de ressources, de créer des tactiques militaires différentes de celles utilisées auparavant, et de menacer de déchirer la Russie de l'intérieur par l'usure morale. Le bénéfice pour l'Ukraine sera probablement un avantage pour tous les pays européens. Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la plupart des pays européens de l'OTAN se sont engagés à augmenter leur financement militaire et à moderniser leurs forces armées. Cela rendra probablement le bloc de l'Est de l'OTAN plus efficace et plus uni que jamais. Une grande partie de cette puissance étant dirigée contre la Russie. Dans le même temps, la Chine, le plus grand allié de la Russie, est restée inhabituellement silencieuse pendant la guerre. Si la Chine se range entièrement du côté de la Russie, elle risque de perdre bien plus que ce qu'elle pourrait gagner si la Russie gagnait la guerre. Les États-Unis contrôlent une plaque tournante commerciale majeure que la Chine utilise pour le commerce maritime, et l'armée américaine se modernise pour contrer directement la menace chinoise. Avec la Chine freinée par les États-Unis, la Russie sera inévitablement contrainte de revoir sa liste de plus en plus réduite d'alliés politiques et économiques. Puisque la majeure partie du monde soutient l'Ukraine, la Russie pourrait se retrouver confrontée à une opération militaire spéciale, cette fois organisée par l'OTAN, pour mettre fin à la guerre. Mais qu'en pensez-vous? Combien de temps durera la guerre russo-ukrainienne et comment se terminera-t-elle? Laissez vos commentaires ci-dessous et merci d'avoir regardé. Allez maintenant regarder l'Ukraine gagner à nouveau la guerre ou cliquez plutôt sur cette autre vidéo.